BFM Business, le débat de Good Morning Business. Avec Jean-Marc Daniel, avec Emmanuel Le Chypre. Alors, on va parler fiscalité là, Emmanuel. On dit juste d'un mot, parce que je crois que c'est quand même assez important. Joël Giraud, rapporteur général du budget, furieux de la façon dont il a été traité à Bercy. Il a été donc, je crois, il y a quelques jours pour recueillir des éléments ponctuels sur l'exécution budgétaire. Il a attendu une demi-heure à l'entrée, lui, parlementaire, avec, j'imagine, la carte de parlementaire qui va bien, rapporteur général du budget. Il dit, c'est presque pénalement répréhensible ce qui s'est passé. Ouais, c'est assez emblématique de la difficulté, du combat, en fait, qui existe en permanence entre la haute administration qui reste convaincue que les parlementaires passent, que les ministres passent et qu'eux sont toujours là et que donc finalement ils font à peu près ce qu'ils veulent, et des parlementaires qui essayent de rappeler à la haute administration qu'elle est là pour servir finalement les Français et donc pour servir les électeurs. Et on voit bien qu'il y a là mais c'est pas le premier signe d'agacement finalement des députés par rapport à l'opacité qu'entretient la haute administration, à l'écart dont sont tenus les députés de tout un tas de données économiques. Et il dit, il a demandé tout un tas d'informations depuis plusieurs semaines et il a eu le plus grand mal à les obtenir. Et visiblement, ils n'ont pas l'intention de se laisser faire. Ces députés-là, ces nouveaux députés, alors ils ont beaucoup de défauts, mais ils ont un certain nombre de qualités, et notamment celle de ne absolument pas vouloir suivre les règles de leurs aînés. Et visiblement, ils n'ont pas l'intention de se laisser faire par la haute administration. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur un combat politique. Non, exactement. Ils sont sur un combat technique, un combat d'expertise, et ils disent il y a plein de mesures dont on ne sait pas ce qu'elles donnent. On l'a vu avec la taxe sur les yachts, par exemple, qui rapporte rien. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'évaluation. On en dit un mot parce que ça va être savoureux pour Jean-Marc. La taxe qui n'est payée que par un seul gars. Je ne sais pas si dans l'histoire, donc la taxe yacht n'a été payée alors par 6 étrangers et par un seul Français. Enfin, ce qui est désolant, Stéphane, c'est que tout le monde l'avait dit, tout le monde l'avait prédit. C'est exactement comme ces fonctionnaires, ces comptables, j'ai envie de dire, qui pensaient que en alourdissant la fiscalité sur les services à la personne, mécaniquement, vous auriez plus de recettes. Non, on voit bien que non, ça marche pas comme ça. Il y a un précédent dans l'histoire, une taxe payée par un seul gars. Oui, deux remarques. Alors d'abord dans l'histoire, il y a eu ce qu'on appelait la cerisette. La cerisette c'était un impôt qui avait été conçu pour essayer d'inciter les gens à moins distribuer de salaire pour limiter l'inflation. Et alors au fur et à mesure du débat parlementaire, on voyait le nombre d'entreprises susceptibles de payer la cerisette diminuer. Et quand on est arrivé à 3 entreprises, Valéry Giscard d'Estaing, qui était président de la République, a dit non, là on arrête. C'est-à-dire qu'il y avait encore un peu de sagesse. Il y avait un peu de sagesse à la tête de l'État, alors que là sur la taxe yacht, on ne s'est pas arrêté. Donc il y a une forme de... Quant au rapport entre les parlementaires et... Je rappelle quand même que normalement, il y a ce qu'on appelle dans la procédure budgétaire un questionnaire parlementaire. Les parlementaires envoient une masse de questions. Et donc je pense que les parlementaires de En Marche devraient regarder ce que font les administrateurs de l'Assemblée et poser les questions. C'est-à-dire que c'est devenu un geste assez rituel où c'est l'administration de l'Assemblée qui pose des questions, qui après en fait un rapport. Ouais, c'est ça. Question rituelle, réponse rituelle, tout le monde s'en fout, c'est du temps perdu. Et donc l'outil existe et que les parlementaires de En Marche aussi, un des problèmes, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'outils dont ils ignorent l'existence et ils s'indignent qu'on ne mobilise pas, on ne réagisse pas. Mais donc il y a un apprentissage commun. Il n'y a pas que, je veux pas paraître être le porte-parole de la bureaucratie. Il défend la carte. Il en est issu, Jean-Marc Daniel, alors il défend la carte. Voilà. J'ai été chef de bureau à la direction du budget, donc on peut m'accuser de défendre les jeunes collègues, mais je pense quand même qu'il y a aussi du côté de En Marche une forme d'amateurisme qui fait qu'il s'indigne très vite. C'est pas de l'amateurisme, c'est de la fraîcheur, Jean-Marc. C'est de la fraîcheur. Oui. En même temps, vous avez beaucoup péché dans votre jeunesse, mais la rédemption est à la hauteur des péchés, donc je crois que vous aurez droit au paradis libéral quand même, Jean-Marc Finard. Élasticité fiscale, parce que l'autre élément qu'on apprend là ces derniers jours autour du budget, c'est que les impôts, alors c'est la confirmation que les impôts augmentent tout seuls. Alors les impôts, sans que personne les décidé finalement. C'est pas ça, c'est qu'en fait dans les impôts il y a plusieurs choses. Il y a l'évolution de l'économie qui nous dit quelle est la hausse spontanée des impôts, puis il y a les mesures fiscales. Et là effectivement ce qu'on a vu en 2017, c'est que les impôts ont rapporté beaucoup plus que ce qui était initialement prévu et de façon assez spectaculaire, puisqu'on est à 20 milliards d'euros de recettes supérieures à ce qui avait été prévu dans la loi de finances initiale. Et effectivement, toute la question quand vous préparez un budget, c'est d'essayer d'évaluer comment les recettes fiscales vont réagir à l'évolution de votre prévision de croissance et de vos mesures fiscales. Et là, effectivement, on voit bien c'est un phénomène assez classique, c'est que
il y a beaucoup d'impôts qui, normalement, comme la TVA, par exemple, quand le PIB augmente de 1%, les recettes fiscales augmentent de 1%. Et là, il y a des impôts proportionnels qui, donc, dont les rentrées augmentent beaucoup plus quand la croissance est là que la croissance. C'est-à-dire que le PIB a augmenté de 2%, les recettes fiscales ont augmenté de 4%, ce qui fait que le taux de prélèvement obligatoire augmente de 1 point, sans que la fiscalité augmente réellement. Et ça a été en partie le cas de ces fameux impôts de production là, qui pèsent sur le chiffre d'affaires. Les recettes des collectivités locales ont augmenté de plus de 2%, ce qui a permis à leurs dépenses d'ailleurs aussi d'augmenter de 1,8%. Élasticité fiscale. Et c'est un truc compliqué parce que ça veut dire que ça rend en fait les prévisions, y compris pour les chefs d'entreprise, de plus en plus difficiles à faire. Toi remarque par rapport à ça, par rapport à justement à l'époque où j'étais à la direction du budget, comme on calculait faisait les prévisions de croissance à partir des recettes fiscales, il y avait quasiment un lien automatique entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a quoi Mais pour calculer le PIB, on partait des recettes de TVA. Pour calculer la valeur ajoutée. Il me semblait qu'on partait du PIB pour calculer les recettes fiscales. Mais non, pour évaluer le PIB, on commence par regarder quelles sont les recettes de TVA des années précédentes. Il est 7h27 quand même, donc je voudrais juste avoir un peu de pitié pour nos éditeurs téléspectateurs. On n'est pas à la machine à café du bureau du 4e étage de la direction de l'INSEE. On est sur BFM Business quand même. C'est-à-dire que l'outil de préparation et de prévision du PIB s'est amélioré et moins dépendant de l'outil que constituait l'évolution passée des recettes fiscales. Donc il y a une sorte d'autonomie de l'évaluation de la croissance qui fait que le lien est moins automatique. La deuxième remarque, c'est que ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire que dans les périodes de récession aussi, on assiste à des plongées assez violentes des recettes fiscales, avec comme conséquence que le déficit se trouve être plus important que prévu. On l'avait constaté notamment en 92-93, ou alors que la récession a été significative, mais les contractions de recettes ont été dès 1992 de 5% par rapport à ce qui avait été anticipé. Donc il ne faut pas non plus se dire... Tout ça plaide pour votre fameuse flat tax. Exactement. Voilà. Et le troisième élément... Un taux unique, simple, lisible, il faut un impôt qui soit directement connecté avec la réalité de l'économie et arrêter tous ces bricolages où il y a de la progressivité, où il y a du décalage d'un an, des décalages et tout ça. Il faut un véritable impôt qui est assis sur la réalité économique et non pas sur des fantasmes juridiques. Bon, on n'a pas le temps, Emmanuel, on en reparlera peut-être, on en dira un mot demain. Mais vous confirmez sur quoi? Sur la reprise. Ah voilà, sur la reprise. Vous confirmez, toutes vos enquêtes confirment ce que dit François Villeroy de Galhau. On en reparlera demain, mais toutes les enquêtes qui sont sorties là au mois de juillet, grosso modo, qu'elles soient faites soit par la BPI, soit par Grant Thornton, etc., vous montrent qu'on est au plus haut sur tous les indicateurs depuis que ces enquêtes existent, l'une depuis 2011, l'autre depuis 2016, et donc il y a bien eu un petit trou d'air, mais on est bien sur une croissance qui ne fléchit pas et sur un cycle qui est loin d'être arrivé à son terme. Bon, on en reparle demain. On en reparle demain parce que Daniel va finir au cycle. Non, je prononce pas la machine à café du 4e étage. Ils sont intenables les gars. Du bureau conjoncture. Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel.